Yves Brun. Yves Brun est expert comptable, enseignant, formateur dans les domaines de la gestion, comptabilité et droit fiscal. Son activité professionnelle et son intérêt personnel lui ont donné une très bonne connaissance du tissu économique du territoire dans le monde de l'entreprise, de la culture bretonne. Et il est co-auteur de l'ouvrage Le nouveau défi armoricain, où il traite particulièrement de la reconstitution des comptes publics en Bretagne. Son intervention, une Bretagne autonome serait-elle viable financièrement? De Rui, Yves Brun. Bonjour à tous. Je vois mon diapo. Alors j'espère, après ces excellents exposés, que je ne vais pas plomber l'atmosphère. S'il vous plaît, restez dans la salle, parce que je vais vous parler de finances publiques. Donc souvent, ce n'est pas un sujet qui est forcément très intéressant. Alors je vais reprendre dans ma première diapo un petit peu reprendre le sujet qui m'a été proposé, donc sur l'autonomie, donc reprendre un peu l'étymologie d'autonomie. Donc ça a été dit précédemment, hein, donc autonomie, ça vient de auto, soi-même, et puis c'est la gestion, hein, c'est la possibilité de s'administrer librement dans un cadre prédéfini. Donc ça, c'est effectivement important. Si on prend les autres mots, donc dans la diapo suivante, donc dans le texte, il y a viable financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors viable, c'est tout simple en gestion, hein, c'est-à-dire que les recettes publiques couvrent les dépenses publiques, et financièrement, ça nécessite, hein, c'est ce que l'on va voir ensemble, de définir le périmètre budgétaire et juridique de l'entité concernée. Alors je suis vraiment désolé ce matin de vous faire un petit cours de finances publiques. Alors j'ai appelé ça le petit cours de finances publiques pour les nuls. Alors c'est pas du tout une insulte vis-à-vis de vous, parce que je me considère moi-même comme toujours un nul, même avec tout ce que je peux apprendre. On a toujours à apprendre, et on est face à un millefeuille territorial, ce qui complique beaucoup les choses pour y voir clair au niveau des finances. Donc la première chose à bien comprendre, hein, puisque la conclusion du travail qui a été fait il y a quelques années avec un certain nombre de personnes que je vous citerai, ça a été d'essayer de reconstituer théoriquement les comptes publics de la Bretagne dans tous ces échelons, hein, c'est-à-dire l'État, combien coûte l'État en Bretagne, combien coûte la région en Bretagne, combien coûtent les départements en Bretagne, combien coûte le bloc communal, hein. Vous avez ici ce millefeuille, hein, dont je vais vous préciser quelques définitions, hein, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler. Voilà. Donc on parle, ça c'est des normes, hein, qui ont été définies par la France, et qui permettent, dans chaque étage, il y a des possibilités de trouver des données, et il y a des comptes, hein. Donc, si on prend cette pyramide, donc vous avez tout en haut l'État, hein. Donc aujourd'hui, si pour ceux que ça intéresse, hein, ceux qui ont quelques insomnies la nuit, ils peuvent aller chercher sur Internet les comptes de l'État. Alors moi, je trouve ça formidable, parce que ça ressemble aux comptes de l'entreprise. Pour un professionnel, on peut revoir le compte de résultat de l'État, le bilan, l'actif, le passif. Donc c'est un vrai plaisir. Voilà. Donc, les comptes de l'État et l'ODAC, les ODAC. Alors, les ODAC, c'est toute une nébuleuse d'organisations qui sont rattachées aux comptes de l'État. Il y a par exemple le CEA, le CNRS, il y a Météo France, l'Opéra, la Comédie Française. Alors ça, c'est très difficile à suivre au niveau financier. Si on descend dans les étages, il y a les régions. Hein, donc ça, les comptes sont à peu près clairement définis. Puis vous avez les fameuses ODAL. Alors ça, c'est pareil. Hein, on ne l'imagine pas, mais il y a tout un tas d'organismes qui sont financés par les finances publiques. Hein, il y a la Caisse des écoles, le CCAS, les chambres consulaires. Tout ça, ce sont des organismes périphériques publics qui tournent autour de la région. Et ensuite, vous avez les départements et le bloc communal. Donc voilà un petit peu la structure. Donc en fait, dans le cadre d'une autonomie régionale, évidemment, il faut prendre en compte tous ces étages, et pour voir combien ça coûte aujourd'hui, hein. Voilà. Bon, c'est quoi les comptes? Donc on peut passer à la diapo suivante. Les comptes, c'est simple, hein. Vous avez des ressources. Donc on va parler immédiatement des prélèvements obligatoires, hein, et les grands records que l'on a en France, hein. Donc d'un côté, vous avez les ressources. Alors il y a deux choses qu'il faut bien comprendre, parce qu'on en parlera en finale. Hein, vous avez les ressources fiscales et vous avez les ressources sociales.
hein. C'est ça qu'on appelle les PO, les prélèvements obligatoires. Donc généralement, toutes les collectivités ont des recettes annexes, hein, mais qui sont très faibles. Hein. Certaines collectivités ont des patrimoines, donc il y a des produits de location, il y a quelques placements. Hein. Et donc en face, dans les emplois, vous avez toutes les dépenses publiques, hein, de l'État, des ODAC, des APUL, etc. Donc voilà les comptes nationaux, hein, qu'il a fallu découper pour essayer de voir ce que ça donne au niveau régional. Dans la diapo suivante, et je passe rapidement, voilà une idée un peu aujourd'hui de la répartition des prélèvements obligatoires. Je vais vous donner du détail par la suite. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que les prélèvements sociaux, notamment, sont très importants. Et il y a depuis quelques années un peu une confusion entre les prélèvements sociaux et fiscaux, puisqu'en fait, je ne sais pas quel est votre statut, mais y compris ceux qui sont en retraite, les salariés, on vous prélève la CSG, qui est un prélèvement en fait social, mais qui en fait est un impôt. Hein. Donc en fait, puisque sur tous les revenus, on vous prend la CSG, donc c'est considéré comme un impôt, mais ça vient consolider en fait les charges sociales. Dans la diapo suivante, je vous mentionne aujourd'hui le poids des prélèvements obligatoires. Donc nous sommes évidemment, c'est dit dans la presse, nous sommes les champions, hein, donc avec le Danemark d'ailleurs, des prélèvements obligatoires. Alors pour vous donner une idée en euros, alors je ne sais pas si on peut s'imaginer, hein, dans notre tête, hein, nous qui avons des petits comptes, voilà ce que peut représenter 1108 milliards d'euros. Donc ça, c'est le total des prélèvements obligatoires de 2021 et qui représente 44,3% du PIB. Alors le PIB, c'est quoi? C'est la production nette de tout le pays. Hein. Donc voilà, 1108 milliards. Donc ça vous donne une idée de ces prélèvements. Donc, pourquoi je mets ça en évidence? Parce qu'en fait, si on veut recalquer ça sur une région, ça nous donnerait une idée du budget possible que l'on pourrait avoir. Évidemment, à la diapo suivante, c'est affreux, ça, c'est la montagne des prélèvements. Hein. Bon, je ne veux pas faire la polémique, mais en fait, on nous prélève de plus en plus et on s'aperçoit quand même, hein, ça a été dit, on a parlé tout à l'heure de mots de déliquescence, c'est qu'on trouve quand même en tant que citoyen qu'on a de moins en moins de services publics et on a de plus en plus de prélèvements. Bon, voilà, c'est une petite remarque. Alors, si on regarde un peu dans le détail, à la diapo suivante, hein, sur les derniers chiffres, donc les prélèvements obligatoires, il y en a 54, hein, presque 55% qui sont des prélèvements fiscaux. Hein. Alors, les prélèvements fiscaux, c'est quoi? C'est l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt sur les sociétés. Les 17% sur la consommation, c'est la TVA. Et puis les 8% sur les biens, c'est tous les impôts sur les donations, les successions. Et 45%, c'est sur les cotisations sociales. Et donc vous avez effectivement 34% de cotisations sociales donc, que l'on prend à chaque fois, c'est sur les salaires, sur les revenus, sur les pensions de retraite. Et vous avez, alors ça on en parle très peu, parce que ça devait être un impôt temporaire, mais on se rapproche du prélèvement TVA, c'est la CSG. La CSG aujourd'hui est prise sur tous les revenus, hein, les plus-values, les retraites. Il y a même, si vous avez un peu de placement sur un livret, hein, les livrets d'épargne, hein, même si vous avez 2,50 € de produits financiers, on vous prend quand même de la CSG et ça représente, hein, pour vous donner une idée, hein, la TVA est l'impôt majeur sur la consommation, 185 milliards. Et ben la CSG, on est à 125 milliards. Hein, et aujourd'hui, c'est effectivement le taux de CSG sur les revenus, c'est entre 9, un peu plus de 9% et 6% selon les revenus. On peut passer à la diapo suivante, qu'on passe très vite, puisque ça, c'est les pourcentages. Donc, on peut passer cette diapo. Voilà. Alors, parlons de la Bretagne maintenant. La Bretagne, donc, c'est une péninsule, vous le savez, vous connaissez bien, c'est un beau pays, ça a été dit précédemment. Sa superficie, c'est 6,25 au niveau de la France. Simplement pour remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire que souvent on entend, oui, mais les régions, elles ne peuvent pas être autonomes parce qu'elles sont petites, etc. Mais simplement, si on compare, on peut comparer. Alors, j'ai positionné la Bretagne B4 et la Bretagne B5 donc en surface. Hein, donc c'est une surface qui est proche de l'Albanie, de la Belgique, d'Israël, de la Moldavie et de la Slovénie, qui sont des pays à part entière.
Si on prend le critère population, hein, donc B4, 3,3 millions, B5, 4,7 millions, là c'est pareil, on retrouve un certain nombre de pays qui sont totalement indépendants et autonomes. Hein, si on prend l'Irlande, par exemple, hein, en B5, on est très proche de la population de l'Irlande, puisque l'Irlande faisait 4,8 millions. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau je dirais, de la production économique? Alors, parlons du PIB. Je sais très bien aujourd'hui, hein, et moi je fais partie de ces personnes-là, le PIB ne dit pas tout. Hein. C'est comme d'ailleurs les comptes d'une entreprise, les comptes financiers ne disent pas tout du continuum, je dirais, de la notation d'une entreprise, bien entendu. Hein. Il y a aujourd'hui d'autres indicateurs, notamment sur le bien-être, sur l'écologie, qui peuvent être mis en place. Malgré tout, le PIB donne une idée. Hein. Donc c'est l'indicateur, je dirais, économique aujourd'hui où on trouve pas mal de données. Alors j'ai positionné les chiffres de 2015. Alors pourquoi? Parce que l'INSEE, hein, on a des estimations aujourd'hui de 2020, de 2021, bon, mais l'INSEE vérifie et met beaucoup de temps. Donc c'est les derniers chiffres vérifiés. Donc si on prend la Bretagne B5, c'est 256 milliards d'euros, donc ce qui représente à peu près 6% du niveau national. Ce qui est assez curieux dans toutes les données économiques, financières, etc. La Bretagne B5, c'est 6%, la Bretagne B4, c'est 4 et quelques pourcents. Et donc ça donne une idée aussi, ça peut donner une idée quand on fait des calculs, je dirais, de revenus et de coûts. Alors, vous avez les décompositions, hein, des 133. Hein, si on prend la Bretagne B4, on est presque à 100 milliards donc, je dirais, d'euros. Alors, ça a été dit par mon collègue Yves Le Bailly tout à l'heure. C'est une misère, hein, le budget de la région Bretagne, hein, puisque effectivement, dans les chiffres de 2019, on était à 1,7 milliard. Bon, et qui est totalement dépendant, enfin presque totalement dépendant des dotations de l'État. Si on regarde la diapo suivante, hein, et ça c'est une donnée qui est parue d'ailleurs dans une revue que j'ai trouvée très bien parce que ça donne tous les chiffres au niveau de la Bretagne, ça a été fait par le Télégramme, donc c'est des informations qui sont un peu effrayantes pour nous parce que vous voyez la comparaison des budgets, hein, quand vous voyez le budget effectivement en Allemagne, hein, d'un certain nombre de régions, hein, 61 milliards, et nous on est à 25 milliards pour l'ensemble des régions françaises. Bon, donc voilà, tout est dit. Alors pourquoi il y a ça? Parce qu'en fait, hein, pour faire simple, aujourd'hui les prélèvements fiscaux, la majorité des prélèvements fiscaux partent de l'ensemble des régions et va directement à l'État central, et ensuite l'État central redistribue par le système de dotation. Il y a aujourd'hui la partie de liberté des collectivités pour lever l'impôt est très faible. Hein, donc il reste la taxe foncière, même la taxe d'habitation, hein, donc le cadeau qu'a fait Macron dernièrement. Ben en fait, l'État dit vous ne levez plus la taxe d'habitation, mais moi, en contrepartie, je vous donne une dotation. Ça veut dire que c'est un assujettissement supplémentaire. Voilà. Donc, ça, c'est notre fonctionnement. Et dans la plupart des pays, et ça a été dit aussi précédemment, hein, vous prenez la Belgique, vous prenez l'Allemagne, vous prenez la Suisse, vous prenez l'Espagne, que je connais bien, notamment j'ai étudié le fonctionnement dans la province, dans la communauté d'Euskadi. Et vous avez l'Italie aujourd'hui, ça fonctionne de manière inverse, c'est-à-dire que les recettes fiscales notamment sont prélevées sur le territoire, restent sur le territoire, et évidemment dans le cadre d'un contrat d'autonomie, il y a une participation de cette collecte-là à l'État central. Hein, pour la communauté Euskadi, la participation est de l'ordre de 6%, hein, c'est-à-dire qu'il y a une gestion sur le territoire fiscal, et Euskadi remonte 6% à l'État central. Alors évidemment, vous l'avez compris, et c'est toujours mon avis, hein, c'est que j'avais discuté avec un ancien membre du gouvernement d'Euskadi, José-Marie Muñoa, qui d'ailleurs a fait plusieurs interventions en Bretagne, notamment en 2017, pour expliquer son fonctionnement.
Donc, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, une autonomie, une région sans son propre financement est une entité impuissante. Bon, c'est ce que Yves, tout à l'heure, a dit aussi, hein. Donc, c'est important, et je dirais que c'est le nerf de la guerre. On peut nous donner tout un tas de libertés, mais si on n'a pas les moyens d'agir financièrement, ben, vous faites rien, hein. C'est comme l'adolescent qui va réclamer son argent de poche. Ben, s'il n'a pas beaucoup d'argent de poche, il va rien faire. Alors, qu'est-ce que ça nous donnerait en Bretagne, en fait, hein, pour avoir une ordre d'idée, et ça rassure les calculs qui ont été faits, parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'on rejoint le tableau précédent, hein. Donc, si déjà on peut faire, hein, il y a différentes méthodes pour faire des calculs, on pourrait se dire aujourd'hui, ben, nos recettes fiscales, de toute façon, sont proportionnelles au PIB. Donc, le calcul là est facile. Si on prend simplement, je vous dirai pourquoi je fais ça, les recettes fiscales, les ressources fiscales, et que l'on prend les différents PIB, B4 et B5 que je vous ai montré précédemment. Donc en fait, on aurait un budget, hein, si on prend B4, on aurait un budget de 24 milliards, hein, on est à 1,7 milliard aujourd'hui, hein, et 24 milliards, vous voyez, on rejoint en fait un certain nombre de régions européennes. Et puis, si on prend B5, on serait à 32 milliards. Voilà. Alors ça, c'est les recettes, hein. Le gros sujet, en fait, si on rentrait dans une négociation, une convention, c'est de savoir qu'est-ce que l'on paie et qu'est-ce que l'on prend en charge, hein. Donc, en fait, c'est la définition du périmètre de compétences est déterminante. Ce travail-là est très important. Donc, par exemple, sur le dossier de ce qu'a dit en Espagne, il y a des négociations régulières, il y a un contrat de base, et il y a des négociations régulières qui ne sont pas toujours faciles. Effectivement, si une compétence arrive dans la région, bah, évidemment, on conserve les recettes territoriales levées, et puis on assume. Je rappelle aussi que autonomie, et je crois que c'est sain tant au niveau individuel et qu'au niveau, je dirais, au niveau d'une collectivité, autonomie de gestion, ça veut dire responsabilité des engagements, hein. Et moi, je suis convaincu aussi, hein, pour avoir vécu dans le monde de l'entreprise, que nous sommes aujourd'hui, nous sommes administrés par des grands machins, et que ces grands machins sont devenus ingérables. Et c'est pareil pour les entreprises, hein. Moi, j'ai constaté ça, que quand vous êtes face à des entreprises multinationales, il y a même des mouvements financiers qu'on ne voit plus. Il y a du gâchis. Et si vous diminuez en fait le niveau d'attention, le niveau de gestion, ça va mieux. Et puis on fait beaucoup plus attention. Voilà. Alors pour finir, ouais, excusez-moi, je finis rapidement. Alors les tableaux sont atroces là. Alors, moi, je les trouve très beaux. Je trouve qu'il y a une esthétique, hein, des chiffres. C'est simplement pour vous dire, alors ces travaux-là sont détaillés dans un ouvrage qui a été fait. Alors les chiffres datent un petit peu parce que ça date de 2013. Je rends hommage à celui qui a initié cet ouvrage-là. C'est un de mes maîtres, c'est Claude Champeau, hein, qui a été conseiller d'État et qui a été un membre fondateur du CELIB. Et c'est lui qui nous avait demandé de faire ces travaux-là. Donc, il a écrit plusieurs livres d'ailleurs. Et c'est simplement, hein, je ne vais pas passer parce qu'il n'y a pas le temps sur toutes les lignes. En fait, ce qui a été fait, ces travaux-là qui datent, hein, ils seraient à refaire, ils seraient à remettre à jour. C'est pour montrer aujourd'hui que, en prenant les recettes, hein, alors là, on n'a pas pris un pourcentage du PIB, hein, c'est qu'on a détaillé, on a recherché, parce que ça n'existe pas, les comptes publics bretons, hein, donc il faut les faire. Et ils sont, je dirais, quelque part, certaines données, c'est très difficile à trouver. Donc, on a repris ligne à ligne, hein, les recettes TVA en Bretagne, les recettes impôts, etc. Et on a pris ligne à ligne aussi, donc combien ça coûte, combien coûte l'État en Bretagne, combien coûte, etc. Alors évidemment, il y a des choses qu'on est obligé d'évacuer, hein. Alors pourquoi je parle très peu aussi des charges sociales? Parce que ce qui me paraît impossible aujourd'hui, c'est qu'il y ait je dirais, une régionalisation de la gestion des retraites. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous comparez les ressources de cotisation de retraite sur le territoire breton par rapport aux pensions à verser, c'est la catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'on est devenu la deuxième région qui accueille les retraités, hein, la première région étant le sud-est. Alors les chiffres existent, ils sont dans le livre, et ce que je peux vous dire, puisque c'est la question du rapport, c'est que c'est possible.
c'est possible, c'est-à-dire que certains... on a tout dit sur l'autonomie financière, hein, que tout l'argent remontait à Paris. Ben, non, pas tout à fait, puisqu'en fait, il y a quand même des institutions d'État qui sont sur le territoire, ou que c'est impossible. Mais non, c'est possible. Hein, les comptes seraient équilibrés. Et je suis sûr qu'avec les tribus qu'il y a en Bretagne, notamment les Léonards et les Bigoudins, on instillerait une très bonne gestion et qu'on serait bénéficiaire. Voilà. Je finis. Alors, ce qui me tient à cœur, il y a trois points que je voudrais dire. C'est que, en tant que citoyen, et évidemment, je sais très bien que c'est difficile, ça prend la tête, qu'il faut avoir le niveau. Mais l'article 14 hein, de la Constitution, de la Déclaration de 1789, dit que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de consentir librement et d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je considère qu'il n'y a vraiment plus de démocratie à ce niveau-là. Bon. Autre chose, et ça fait partie un peu de ma philosophie, hein, et je vous conseille d'ailleurs un auteur qui a écrit il y a bien longtemps, c'est Léopold Kohr, et qui a écrit un petit ouvrage, « Une Bretagne libre est-elle viable ?» Cet intellectuel donc, part de l'idée que partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros. Hein. C'est « small is beautiful hein, ». C'est-à-dire que, et moi je suis convaincu que ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des structures à taille humaine pour qu'elles soient bien gérées. Hein. Il y a et pour finir, donc, il y a un philosophe actuellement qui a repris cette idée-là et qui a sorti aussi un livre qui parle de ça, c'est Olivier Rey, que je vous conseille, et qui parle dans toute l'organisation sociale de la question de la taille. Et moi, je suis convaincu que ça, c'est que voilà, il y a une question de taille. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec tous ces chiffres, et je vous remercie de votre attention. Merci Yvonne pour nous avoir montré l'esthétique des feuilles de compte. Voilà, je vous rappelle qu'on pourra poser des questions dans quelques instants, mais tout d'abord, on va